Bonjour. Gracias. Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Apa kabar? Bonjour à tous et bienvenue dans le courrier des auditeurs de cette semaine qui est présenté par Lisa Dufaux et Sasa. Alors aujourd'hui, peut-être avant les questions et les concours, on aurait des petites annonces qui sont assez importantes. Alors, il y a une première annonce qui concerne la diffusion depuis Tamshui, que vous attendez tous avec impatience au mois d'août. Et en fait, le service allemand, qui est déjà en train de diffuser sur l'une de ces fréquences, a remarqué qu'il y a la fréquence 11 995 kHz sur laquelle apparemment il y aurait des perturbations de temps à autre par un radar qui s'appelle Over the Horizon et qui serait basé à Chypre. Et du coup, eh bien, pour que notre diffusion du service français se passe bien au mois d'août, on envisage de remplacer cette fréquence par une autre fréquence, mais il faut d'abord la tester. Donc nous invitons les auditeurs à vérifier pour nous aider si la fréquence 11 850 kHz est utilisée ou pas de 17h30 à 18h temps universel les vendredis, samedis et dimanches. Alors pour l'instant, un grand merci à Paul Jamet et Christian Guibaudot qui nous ont déjà écrit, ils ont déjà essayé de faire le test, mais on vous invite à continuer à faire ce test plusieurs vendredis, samedis et dimanches de suite parce qu'il est possible que parfois cette fréquence soit disponible, mais que d'autres fois, il y ait des diffusions temporaires. Donc plus on aura de retours, mieux ce sera pour savoir si cette fréquence pourra nous aider au mois d'août à remplacer l'autre qui apparemment elle est perturbée par ce radar. D'accord. Voilà pour la première annonce. Et il y en a une deuxième. Eh bien, c'est plutôt sur notre site internet. Vous avez peut-être remarqué que sur notre site, il y a une petite enquête de satisfaction avec, disons que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, etc. sur notre site, et nous allons prendre ça en considération pour l'améliorer et pour les personnes. C'est vraiment des retours sur le site. Tout à fait. Ce qui concerne le site internet. Et pour trouver ce questionnaire, eh bien, il suffit d'aller sur notre site et il y a un bandeau sur lequel on peut cliquer. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le mettre dans le questionnaire. Enfin bon, il faut déjà trouver le questionnaire pour trouver. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, il y aura un prix RTI à gagner pour les personnes qui répondent. Donc voilà. On va peut-être passer du coup au concours. Oui, alors je vais d'abord vous rappeler le concours trimestriel qui concerne donc les mois de juillet, août et septembre. Il faut nous citer 3 projets d'investissement de Taïwan en France et on parle bien sûr des nouveaux projets, pas des projets qui sont en cours depuis plusieurs années. Et il y aura 5 gagnants pour remporter des petites libellules artisanales décoratives. C'est très beau. Et pour le mois d'août, on a un nouveau concours. Alors, la question est la suivante. Quel type d'huile est concerné par le scandale des huiles alimentaires ? Donc, c'est un scandale d'huile contaminée avec un polluant. Et il faut nous dire quel type d'huile. Voilà. Et qu'est-ce qui a gagné ? Il y a des porte-clés en forme de lanterne. Il y en a 6. D'accord. Ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Bon, on va passer aux questions. Oui, à vos nombreuses questions. Du coup, je ne sais pas par laquelle on va commencer. Peut-être tu veux commencer, Lisa ? Oui, allez. Alors, je veux d'abord réagir à une carte postale que nous a envoyée Philippe Marsan, une carte postale de l'écomusée de Marquez à Sabre, en France, qui est accessible seulement par un petit train. Et il nous a demandé s'il y avait ce type de musée à Taïwan. Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas de musée où on peut seulement accéder en train. Ah oui, non, ça, non. Il y a des écomusées, bien sûr, mais par contre, il y a pas mal de musées qui sont situés dans d'anciennes gares ou près d'une gare, y compris dans des endroits très ruraux.
En revanche, Taïwan a un grand nombre de musées assez insolites, que ce soit à Taipei ou en dehors de la capitale taïwanaise. Alors à Taipei, par exemple, il existe un musée de la bourse de Taïwan, que je ne connaissais pas, et qui se trouve dans une ancienne chambre forte de banque près du métro Zhongshan Junior High School. Mhm. Donc voilà, c'est en C'est cherchant original. que j'en ai entendu parler pour la première fois, alors que pourtant, des musées à Taipei, j'en ai fait pour la sortie de la semaine. Je pensais avoir fait presque tous les musées de la capitale, mais non. Mais ça me fait Il y en a rigoler. encore. Ça me fait rigoler parce que pour moi, un écomusée, c'est plutôt un musée sur comment on vivait avant. Et là, c'est plutôt écomusée au sens d'économie, quoi. C'est ça. Non, en Sur la fait, bourse. j'ai pas fait une liste des écomusées, j'ai juste voulu rebondir, en fait, D'accord. en parlant des musées un peu insolites. Mhm. D'accord. Parce qu'un musée où on peut accéder seulement en train, Oui, c'est un peu. c'est assez insolite, je trouve. Alors, toujours à Taipei, il y a le Beito Folk Arts Museum qui se trouve dans un ancien établissement de sources chaudes de l'époque japonaise avec un grand étage qui comprend une grande salle de banquet traditionnelle japonaise et au rez-de-chaussée un salon de thé-restaurant de style japonais, puis un espace d'exposition avec des expos qui changent régulièrement et qui sont en général très intéressants. Et c'est un musée différent du musée des sources chaudes de Beito. Mhm. Voilà. Je sais pas si tu es allée déjà. Oui, mais du coup, je pense que je suis plutôt allée à celui des sources chaudes, qui est plus Qui est connu. situé près de la station de métro, enfin pas très loin. Alors que l'autre, il faut monter, il faut prendre le bus, c'est un peu dans la montagne. D'accord. Alors j'avais fait par exemple une émission sur l'exposition, sur la pratique des pieds bandés en Chine et à Taïwan il y a quelques années. Donc ils ont par exemple des sujets comme ça. Et encore à Taipei, on a également le musée du Jade. Mhm. Je suis jamais allée non plus. Un musée de la réforme agraire. Ça, je le connaissais, mais j'y suis jamais allée. D'accord. J'avoue que c'est un peu dense comme sujet. Ouais, mais ça doit être intéressant. Mais oui, je pense. Mais je me suis dit, bon, à coup sûr, c'est un musée où toutes les explications sont en chinois, donc j'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Il y a aussi un musée de l'eau potable, pareil, que je connais depuis longtemps, mais j'y suis jamais allée. C'est le fameux à Gongguan. Est-ce qu'il y a un musée des scandales alimentaires? Non. Je pense qu'il y aurait de quoi faire. Il y a aussi un musée des forces armées de la République de Chine. Mais il n'est pas encore ouvert, non? Il est juste à côté. Non, il existe déjà à Ximen. D'accord. Et ben il y en a un deuxième qui est en train de se construire. D'accord. Et un musée des miniatures, un musée des objets présidentiels et vice-présidentiels. Pour rassembler tous les cadeaux qu'il a reçus. C'est ça. Sinon, un musée des plus insolites que j'ai visité à Taipei, ou peut-être dans le nouveau Taipei, je me souviens plus bien l'adresse. C'est un musée ouvert par un artiste taïwanais qui faisait à l'époque de la peinture et de la calligraphie sur des grains de riz. Ou des tout petits objets comme des noyaux de fruits, donc je sais pas si ça existe toujours. C'était vraiment fascinant. Il faut avoir une loupe pour regarder tout ça, quoi. Il y avait des loupes pour pouvoir voir. Impressionnant, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Voilà, dans le nord de Taipei, on a Ilan. Il y a le palais de la culture des oignons verts de Sanxing, qui est dédié à la culture des oignons verts, comme son nom l'indique, et qui fait la fierté de la région, où on peut déguster des glaces aux oignons verts. Oh, voilà, un musée avec des découvertes culinaires. Ensuite, plus dans la montagne, à Jiufen, on trouve le Ghost Lore Museum, qui est situé dans une petite rue étroite dans cette ancienne ville minière, où on retrouve toutes sortes d'objets liés aux histoires de fantômes et de vampires en tout genre, à Taïwan et en Asie, avec notamment des modèles de vampires chinois, les fameux Jiangshi, qui sont connus pour sautiller et non pas comme... Ils rampent pas comme les zombies européens. Et plus qu'un musée, c'est donc une sorte de maison hantée en fait, mais à la sauce taïwanaise. Donc bon, c'est pas... Ça sort un petit peu de la liste, mais c'est pas grave. Ensuite, dans le centre de Taïwan, j'ai pensé au musée du tremblement de terre du 21 septembre 1999. Donc c'est un musée, je sais que tu as fait une émission dessus récemment. Oui, il est super. Voilà, c'est un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter qui a fait beaucoup de dégâts à Taïwan et détruit des milliers de bâtiments, dont ce collège à Houphong. Qui a été transformé du coup en musée, ouais. C'est ça. Et si l'histoire de ce musée vous intéresse, on vous renvoie à l'émission de Sasa. Et dans le même arrondissement de Houphong, il y a aussi le musée des champignons. Ah, j'étais pas encore là. Qui n'est pas là par hasard, puisqu'on est proche d'une région de production de champignons. Et ensuite, dans le sud, on a à Tainan le musée du poisson-lait, ou du tilapia, qui est un des symboles de la cuisine de Tainan et de la production piscicole de la région. Et sinon, ce sont pas vraiment des musées insolites, mais je dirais plutôt des musées dont on oublie souvent l'existence. Je voulais parler du musée des musées de l'Université nationale de Taïwan, qui comprend un musée de zoologie qui existe depuis 1928 pour entreposer les spécimens recueillis par les naturalistes à Taïwan et aussi dans les pays voisins d'Asie et dans l'île de Hainan. Et au fur et à mesure, le musée s'est concentré sur les rongeurs et les poissons. Et
Et ces dernières années, la collection s'est étendue pour comprendre des vers de terre, des chauves-souris et des larves de poissons. Bref, il y a un peu de tout. Et toujours sur le campus de NTU, il y a le musée des sciences humaines médicales qui s'intéresse aux contributions de l'université au développement de la médecine dans différents domaines à Taïwan. Et il y a également un musée d'anthropologie ouvert en 2010 avec les objets de l'ancienne collection de l'université impériale du Tohoku et qui ont ensuite été transférés au département d'anthropologie de NTU. Et il y a aussi un musée d'art, un espace d'exposition des spécimens géologiques, un herbarium Oui, j'avais et un fait une émission insectarium. dessus. Sur les sols, le musée Voilà. des sols, ouais. Ah ben voilà, Je il y a savais pas plein qu'il y de avait un choses à faire. insectarium aussi. Donc il y a plein de choses à voir. Et je rajouterais qu'à l'Academia Sinica, il y a des super musées aussi, le musée C'est d'ethnologie. vrai. Mais j'ai découvert récemment qu'il y avait un musée d'histoire. Et il est hyper intéressant. Je dirais qu'il est je ne sais pas si on peut dire ça, mais presque aussi riche que le musée national du Palais. Sauf que là, il parle de Taïwan. Parce que le musée national du Palais, c'est les collections de Chine. Et là, c'est vraiment les collections sur Taïwan. Ils ont des collections incroyables sur les aborigènes aussi. Mais le musée Donc, du Palais, ça parle pas vraiment d'histoire. C'est plus des expositions Oui, mais d'œuvres disons que ça vient de Chine, Oui. en fait, toutes les œuvres. Et du coup, c'est intéressant d'avoir en fait des pièces vraiment qui viennent de Taïwan. Donc ça, c'est des pièces archéologiques, des pièces, des ustensiles ou des habits qui étaient utilisés par les aborigènes et tout. Enfin, c'est super intéressant. Et je rajouterais aussi un autre musée, pour moi, qui m'a fait penser à un écomusée, c'est le musée de la campagne à Jiayi, à Xingang. J'avais fait une émission dessus et malheureusement, le monsieur qui l'a créé, qui était vraiment une personne incroyable. Il est décédé, malheureusement, donc je ne sais pas si ça va pouvoir se poursuivre. Pour l'instant, c'est encore ouvert, mais je sais qu'ils ont des petits problèmes pour trouver des gens pour s'en occuper. En tout cas, on vous met une photo dans la description de l'article. Si vous voulez. Et puis, c'est aussi un musée qui est près d'une ancienne gare que ce monsieur avait reconstruite en bois. Donc, encore un grand bravo à ce monsieur. Donc, c'est sans doute le musée qui ressemble le plus à l'écomusée Pour moi, oui, parce qu'on peut vraiment plonger dans comment c'était la vie à la campagne à l'époque. Même si un écomusée, c'est peut-être la vie un peu plus ancienne que là, quoi. Là, c'était vraiment juste dans les années 60. Mais disons que la vie a beaucoup changé à Taïwan. Ah oui, c'est pour ça sûr. que... En quelques décennies à peine. Ouais, tout à fait. Voilà, donc merci à Philippe Marsan pour son courrier, en plus qui est une carte postale, donc c'est vrai qu'on en reçoit moins par rapport aux emails. Oui. Donc ça fait plaisir d'avoir des questions en courrier. Alors de mon côté, je vais répondre à trois questions en une, de Christian Guibaudot, qui avait écouté l'entretien avec Franck Paris, le directeur du bureau français, qui vient de quitter son poste. Il était arrivé en fin de mission. Et donc, il demande, est-ce que le bureau français de Taipei dépend toujours de l'ambassade de France à Séoul ? Et d'autres questions à propos du BFT. Avant de s'installer dans la tour Taipei 101, où était-il installé ? Et qu'est-il advenu de l'ancienne ambassade de France suite à la rupture diplomatique de 1964 ? De très vastes questions. Oui. Alors, premièrement, est-ce que le BFT dépend de l'ambassade de France à Séoul ? En fait, déjà, pas vraiment. C'est plus subtil que ça. Comme vous le savez, il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et Taïwan. Donc, il n'y a pas d'ambassade. C'est un bureau. Mais comme tous les autres partenaires de Taïwan qui ne sont pas des alliés diplomatiques, ce bureau quand même permet de faire beaucoup de choses, même s'il n'est pas régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Finalement, son rôle est assez similaire à une ambassade entre guillemets officieuse, puisqu'il a pour mission de faciliter et promouvoir les échanges entre la France et Taïwan dans les domaines économiques, culturels, éducatifs, scientifiques, etc. Toutefois, le fait de ne pas avoir de relations diplomatiques, évidemment, ça crée quand même certains obstacles, et notamment sur le plan consulaire. Parce que pour effectuer certaines fonctions consulaires, c'est-à-dire exercer des fonctions administratives sur un territoire étranger, il faut normalement la reconnaissance du pays hôte.
Or, sans relation diplomatique, eh bien, il faut être créatif. C'est la raison pour laquelle les passeports délivrés aux ressortissants français à Taïwan sont délivrés par l'ambassade de France en Corée du Sud. C'est ce qui est inscrit sur le passeport. C'est ça. Quand Moi, j'ai aussi c'est écrit sur mon passeport ambassade de Voilà, Corée du Sud. parce que la France n'a pas à proprement parler de consulat à Taïwan. En ce qui concerne le bureau de vote de Taipei, c'est-à-dire quand il y a des élections auxquelles les ressortissants français peuvent participer, par exemple l'élection du président de la République, les Français de l'étranger peuvent voter dans les ambassades s'ils sont inscrits sur la liste du registre consulaire. Eh bien, à Taïwan, physiquement, ça se passe bien au bureau français de Taipei. Donc là, plus récemment, c'est depuis qu'ils sont à la tour 101, c'est au rez-de-chaussée de la tour 101 que l'on va voter. Mais ce bureau est considéré comme une annexe du consulat général de l'ambassade de France à Séoul. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être pour ça qu'il y a c'est plus sur le papier, quoi. Voilà, Sinon, moi, je suis pas contre qu'on nous paye un billet d'avion pour pour aller faire des vacances en Corée du Sud. Je vais voter. Je vais te décevoir, Lisa, parce que maintenant, le gouvernement français veut promouvoir le vote électronique. Aïe. Donc, tu n'auras même plus besoin D'aller à Taipei 101. Même pas. Enfin, quoique, peut-être pour des raisons de sécurité, je comprends que certaines personnes préfèrent le vote physique que numérique. Voilà. Mais en tout cas, tout ça ne veut pas vraiment dire que le BFT dépend officiellement de l'ambassade de France à Séoul. Alors, avant de s'installer dans la tour Taipei 101, où est-ce que le BFT était situé ? C'était à Nanjing-Fuxing. Moi, je dirais plutôt que c'était dans le quartier de Mincheng Shochu, la rue, je me souviens plus de la rue. C'était entre Mincheng et l'autre rue, je me souviens plus comment elle s'appelait. La station de métro la plus proche, c'était... Oui, sauf qu'elle était loin, la station de métro. Oui, c'est pour ça que je dis proche, mais pas si proche que ça. Voilà, il y avait aussi l'aéroport Songshan qui était pas trop loin. 10-15 minutes quand même. Tout à fait. En tout cas, ce n'est qu'en 2021 que le bureau français de Taipei a déménagé dans ses locaux actuels au 39e étage de la tour Taipei 101, dans le quartier très moderne de Xinyi. Et avant ça, il était donc situé dans le quartier Mincheng Shochu, Mincheng Community, près de l'aéroport de Songshan. Personnellement, je trouve que c'est l'un des plus beaux quartiers de Taipei, qui est cher aussi, évidemment. L'ancien quartier l'ancien emplacement ? Alors, l'emplacement, non, évidemment, mais le quartier, c'était vraiment magnifique. Il y avait plein de petits restos et de cafés très sympas dans des ruelles avec des grands arbres, en fait, plantés des deux côtés. Je vois ce que tu veux dire. C'était plus petit commerce. Oui, surtout c'était beaucoup plus vert que le quartier de Xinyi où on peine à voir un arbre. Disons que là, il y avait carrément des rues mais il y a la vue sur la montagne, par contre. Ça change rien quand il n'y a pas d'arbre à côté. Mais bon. En tout cas, là, disons que dans ce quartier-là, il y avait des ruelles où carrément on voyait pas trop le ciel parce que les arbres des deux côtés de la rue se rejoignaient au-dessus de la ruelle. C'était vraiment très très beau, très ombragé. Un endroit un quartier qui était très apprécié par le personnel du bureau français et qui a été construit sur des terres agricoles, donc vers le milieu des années 60. C'était le tout premier quartier résidentiel planifié de style américain à Taipei, mais pas de style gratte-ciel, plutôt le style habitat périurbain avec des immeubles de 4 étages. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert que c'était le quartier qui avait le premier système souterrain de tout à l'égout à Taipei et aussi de câbles électriques de la ville. D'accord. Et donc sa proximité avec l'aéroport de Songshan et le contexte de la guerre froide y attiraient de nombreuses familles de militaires américains, ce qui donnait à l'époque une ambiance internationale au quartier, mais qui s'était perdue ensuite. Alors, la troisième question, qu'est-ce qui est devenu l'ambassade de France après la rupture diplomatique de 1964 ? Alors, tout simplement, les diplomates français ont été rappelés et l'ambassade de France à Taipei a été fermée et la représentation officielle française a été transférée vers la République populaire de Chine à Pékin la même année, donc en 1964. Donc, pour revenir... donc ils ont déménagé en Chine, ils n'ont pas déménagé dans l'ambassade officieuse, ça s'est pas fait tout de suite. Tout à fait, parce que j'allais justement revenir à Taïwan, en tout cas la République de Chine, parce qu'il a fallu attendre jusque dans les années 70-80,
pour avoir de nouveaux liens informels qui se tissent entre la France et Taïwan par le biais du secteur privé. Donc il y a eu carrément quelques années où il n'y avait absolument aucune présence officieuse, en tout cas française. Il y avait bien sûr des Français qui habitaient ici. Et avant le bureau français de Taipei, il y a d'abord eu la création d'une association française pour le développement culturel et scientifique en Asie, basée à Taipei, qui a été transformée en Institut français de Taipei en 1989, suivi d'un regroupement de différents services un peu plus tard. Et ce n'est qu'en 2011 que l'Institut français de Taipei a changé de nom en BFT, en Bureau français de Taipei, pour qu'on ne le confonde pas avec l'Institut français qui avait succédé à Culture France et qui est un établissement public à caractère industriel et commercial pour promouvoir la culture française à l'étranger. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en mandarin, Institut français de Taipei ou Bureau français de Taipei, ça a gardé le même nom, Fago Zaitai Xiehui. Et du coup, il n'y a ni bureau, ni institut, c'est association. Xiehui, c'est association, bon bref. C'est vraiment tout pour se mélanger les pinceaux. Voilà donc pour la chronologie après la rupture des relations diplomatiques. Eh bien, merci. Merci encore à Christian Guibaudot. Et je lui réponds juste à une autre question parce qu'il avait remarqué ton super post, Lisa, avec la statue de dinosaure sur Internet, et donc qui est réapparue quelques années après. Et du coup, il demandait qu'est-ce qui lui était arrivé, pendant sa disparition, entre guillemets, où elle était. Eh bien, tout simplement, elle était dans la réserve du musée. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ouais. Alors, on arrive à la dernière question, qui est un courrier de Amor Arbit Uni, qui nous écrit de Francfort. Et il demande quelles sont les filières universitaires les plus demandées à Taïwan. Alors, à Taïwan, ces filières les plus demandées, elles s'articulent autour des sciences et des technologies, les filières STEM, du commerce et de la santé. Alors d'abord, il faut rappeler que le développement économique de Taïwan a toujours été porté par les industries de la manufacture, des technologies, qui constituent un premier niveau de polarisation. Et ensuite, il y a le secteur des services qui représente 60% du marché du travail taïwanais. Donc ce secteur des services, il est en pleine mutation. Certains secteurs proposent de très bons salaires sur le marché du travail. C'est notamment le cas du secteur financier, des secteurs juridiques et comptables. En revanche, d'autres secteurs qui proposent des salaires relativement bas pour des employés qui sont pourtant difficilement remplaçables. Alors, cette polarisation se reflète directement dans le choix d'orientation des étudiants qui préfèrent l'électronique, l'informatique ou encore les filières médicales, alors que les lettres, l'éducation, l'hôtellerie restent des secteurs moins populaires. Et les sciences humaines sont aussi délaissées dans les choix des élèves. Par contre, les filières de langue continuent d'attirer un certain nombre d'étudiants. On peut aussi dire que la proportion de classes de lycée orientées vers les filières STEM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, montre aussi un net déséquilibre. Par exemple, le lycée de filles de Hsinchu comptait autrefois plus de 10 classes de filières sciences humaines contre 4 actuellement, alors que les classes scientifiques sont au nombre de 13. On peut dire aussi qu'à mesure que l'IA gagne en puissance, les emplois en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, qu'on considérait autrefois comme très lucratifs, pourraient aussi être remplacés par l'IA dans le futur. Donc il faudrait peut-être dépasser l'idée que seuls les diplômés en sciences humaines vont être remplacés. En fait, c'est rigolo parce que récemment, j'ai lu un article... Bon, après, je ne sais pas trop ce qui vaut, mais qui disait que finalement, récemment, on avait constaté que les personnes qui avaient fait des études en informatique avaient tendance aussi à être remplacées, puisque l'IA peut aussi coder. Et en revanche, il y avait de plus en plus de sociologues, de psychologues, etc., qui étaient employés par les entreprises, les géants d'Internet et de l'intelligence artificielle et du numérique, parce qu'en fait, ils avaient besoin de ce type de profil. Donc voilà, quoi, c'était marrant parce que beaucoup de personnes pensent qu'en faisant de l'informatique, leur travail ne sera pas menacé, mais en fait, il est parfois également menacé. Et disons qu'une société qui n'a pas de philosophe, de sociologue ou autre, en fait, c'est un peu dangereux quand même comme société, quoi. C'est un peu ce dont je parlais dans un décryptage qui a été publié en mars dernier, où j'évoquais justement
cette importance excessive au pragmatisme dans la société taïwanaise ou qui néglige souvent la contribution de la recherche fondamentale, des sciences humaines aussi, pourtant à la valeur des produits. Et sinon, si on veut continuer, il y a, donc j'avais dit les STEM, le génie électrique, l'électronique, les semi-conducteurs, il y a aussi l'informatique et l'intelligence artificielle et la science des matériaux et du génie mécanique qui sont aussi essentiels pour la chaîne de fabrication high-tech de l'île. Et sinon, le commerce, la gestion et l'administration des affaires, c'est aussi un domaine assez attractif pour les étudiants locaux et aussi internationaux qui viennent étudier à Taïwan, que ce soit pour des études ou alors pour des échanges. Et dans une moindre mesure, je dirais ensuite les sciences politiques et les relations internationales qui sont proposées par des institutions de premier plan pour former des futurs cadres de l'administration publique. Et enfin, il ne faut pas oublier le médical et la santé, que ce soit avec la médecine ou la pharmacie. Donc, c'est un domaine très sélectif qui attire les meilleurs élèves et qui est très porteur en raison du vieillissement de la population taïwanaise. Donc, pas d'inquiétude de ne pas trouver de travail. En revanche, les conditions de travail sont très difficiles, notamment pour les médecins en hôpital ou en clinique, qui voient énormément de patients chaque jour. Donc, si on va à l'hôpital, on peut voir un dermatologue le matin, dans la matinée, on est sûr d'en voir un. Mais par contre, le médecin, il va peut-être voir 100 patients dans la matinée. Donc, il va vous accorder 5 minutes et puis voilà. Parfois, c'est un peu la même chose. Des fois, on vous met en cabinet en France aussi, hein, mais je suis pas sûre que ça soit plus. Ça dépend justement des médecins. C'est souvent plus long quand même. Hein. D'accord, ça dépend des médecins. Voilà, donc il y a vraiment des journées très très intenses et voilà, c'est pas forcément non plus idéal. Et la deuxième question de notre auditeur, c'était s'il existe des bourses destinées aux étudiants de pays arabes qui souhaitent poursuivre leurs études à Taïwan. Alors, oui, il existe des bourses d'études à Taïwan pour ces étudiants, mais ce ne sont pas des bourses qui sont destinées que à ces étudiants. Donc, c'est pas spécifique, disons, sur voilà, des régions, quoi. C'est ça. Plutôt donc, ce sont ouvert à tous, c'est ça ? C'est ça, c'est des bourses qui sont proposées par le gouvernement taïwanais à travers les représentations locales. Donc, par exemple, les bureaux de Taipei en Jordanie, en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Et les deux programmes phares sont la bourse de Taïwan du ministère de l'Éducation et la bourse, la Huayu Enrichment Scholarship pour apprendre le mandarin. La bourse du ministère de l'Éducation, elle est destinée au cursus complet, donc licence, master, doctorat. Elle offre une prise en charge des frais de scolarité jusqu'à 40 000 $ taïwanais par semestre et une allocation mensuelle de 15 000 à 20 000 $ taïwanais. Et la bourse dans la Huayu Enrichment Scholarship, elle est conçue pour les étudiants qui souhaitent apprendre le mandarin dans un centre de langue affilié à une université taïwanaise avec une bourse mensuelle de 28 000 $ taïwanais. Donc, les candidatures s'effectuent généralement en ligne sur la plateforme de bourse de Taïwan entre le 1er février et le 31 mars de chaque année. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site. Et les candidats doivent demander leur admission auprès d'une université ou d'un centre de langue taïwanaise, d'un centre de langue taïwanais, en même temps qu'ils soumettent leur dossier de bourse au bureau de représentation de Taïwan qui est compétent pour leur zone géographique. En tout cas, Taïwan donne pas mal de bourses quand même, donc on peut tenter sa chance. Oui. Et il y a aussi les bourses qui sont données par les universités également. Donc ça peut être pour les doctorats ou pour les masters. Il y a aussi d'autres possibilités. Voilà, donc on arrive déjà à la fin du courrier et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain courrier. À bientôt. À bientôt. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте.